Bonjour mesdames et messieurs, ici Léon Weinstein au micro, depuis Los Angeles, Californie. Eh bien, aujourd'hui, comme d'habitude, une émission pleine de nouvelles et d'événements. La Cour suprême a rendu une série de décisions et de mesures intemporaires qui facilitent considérablement le travail de Trump et de son administration en ce moment. Les démocrates ont trouvé un moyen d'empêcher Trump, comme vous le savez, d'améliorer la vie en Amérique. La principale tâche des démocrates n'est pas d'améliorer la vie en Amérique, mais d'empêcher Trump de le faire, Dieu nous en garde. Voilà comment ils s'y prennent. Ils le font par le biais des tribunaux. C'est ce qu'on appelle une faille dans la loi, et elle a déjà été utilisée auparavant, un peu, mais jamais à une telle échelle. Et de cette façon, le président Bush en a eu seulement 6 pendant son premier mandat, Obama en a eu 12 et Trump en a eu 64. Regarde où nous en sommes maintenant. Regarde où nous en sommes maintenant avec Trump. 2040 en seulement 5 mois. La faille dans la loi, c'est que le juge local, qu'on appelle chez nous juge de district, n'est pas limité au territoire de son district, mais peut rendre des décisions que tout le pays est obligé d'appliquer jusqu'à ce que cette décision soit annulée. Évidemment, Trump a saisi la Cour suprême pour corriger cette disposition. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé. Je vais vous dire tout de suite qu'il y a eu du positif, c'est-à-dire quelque chose de très simplement positif dans ce sens. Un autre sujet pour la Cour suprême, c'est le droit d'un enfant d'obtenir la citoyenneté américaine, même s'il est né aux États-Unis de parents en situation irrégulière. Nous avons des lois étranges comme ça, soi-disant, pour pouvoir entrer légalement en Amérique. Mais nous en parlerons plus tard. Le candidat du Parti démocrate à la mairie de New York est arrivé d'Ouganda, à son époque. Lorsqu'il a demandé la citoyenneté, il semble qu'il ait oublié de mentionner qu'il soutenait les communistes et les organisations terroristes. Et, en conséquence, le département d'État américain considérait ces organisations comme terroristes, ou disons, d'une certaine manière communistes, et ainsi de suite. Et donc, il aurait dû le mentionner dans sa demande de citoyenneté américaine. On essaie maintenant de savoir s'il l'a signalé ou non. Si on découvre qu'il ne l'a pas fait, alors, en théorie, on peut lui retirer sa citoyenneté et l'expulser du pays, après lui avoir retiré la citoyenneté. Ce serait un rebondissement intéressant, et nous en parlerons aussi. Mais commençons par l'OTAN et les personnalités qui contrôlent le processus de cessation ou de non-cessation de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire les présidents des 3 pays, l'Ukraine, Thaïlande, la Russie et les États-Unis. Devinez qui est le seul parmi ces 3 personnes à vouloir la paix? Bien sûr, tout le monde sait déjà que parmi les dirigeants des pays de l'OTAN, Trump a le surnom de Papa. Papa. Nous l'avons appris lors du discours du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui, interrogé sur les propos virulents de Trump qui semblait s'être énervé et avoir juré, a répondu « Que voulez-vous qu'on fasse ?» Papa doit parfois utiliser un langage accessible aux enfants et il semble que Trump ait beaucoup aimé qu'on l'appelle Papa. Et maintenant, en réalité, c'était le sommet de l'OTAN le plus étonnamment productif. Nous sommes habitués au fait qu'il ne se passe jamais rien lors de ces sommets dans cette alliance endormie. Mais avec Trump, rien ne fonctionne. Lors de son précédent mandat, Trump exigeait que les pays de l'OTAN, les membres de l'Alliance, s'arment ensemble avec des armes modernes pour au moins 2% de leur budget. Trump est parti, Biden est arrivé, l'ordre reviendra à la Maison-Blanche. Et tout de suite, tous ces pays, la majorité des pays, ont abandonné leur programme de réarmement. En comptant sur le fait que les États-Unis, avec leur propre argent et leurs propres soldats, avec l'avis de leurs Américains et non pas celle des Français, des Allemands et des autres, les protégeraient contre, disons, ceux contre qui il faut se défendre aujourd'hui, par exemple contre la Chine et la Fédération de Russie, d'ailleurs avec lesquels ils n'ont jamais cessé de commercer et ils dépensaient de l'argent non pas pour la défense, mais pour le social. Cette fois-ci, Trump 47 a dit 5% ou nous ne vous protégerons pas 5% du budget. Et contre toute attente d'ailleurs, je ne m'y attendais pas du tout. Et les membres ont accepté. Soit ils pensent de tromper, soit ils ont compris que ça ne marcherait pas.
Mais il semble qu'en voyant que l'Europe est devenue si appauvrie qu'elle ne peut même pas imaginer comment elle pourrait se défendre contre une invasion de la Russie. Disons que, lorsqu'il a fallu aider l'Ukraine, les Européens ont découvert qu'ils n'avaient ni armement, ni soldats entraînés, et surtout, aucune volonté de résister. Et tout le monde l'a vu, Zelensky, Poutine, et même en Afrique, ils l'ont remarqué. En réalité, plusieurs événements intéressants se sont produits. À la demande de plusieurs membres de l'OTAN, Zelensky, c'est-à-dire l'Ukraine, n'a pas été autorisé à assister à la réunion. Il est venu, comme on dit, pour faire le fier, là-bas chez eux. Orban, le leader des Magyars, a déclaré que les non-membres de l'OTAN ne devaient pas être présents et encore moins participer à des prix ou à des débats quelconques. Donc, tout cela, à mon avis, a aussi été soutenu par quelques autres pays. Et à l'issue du sommet, tous les pays, sauf l'Espagne, ont accepté d'augmenter, dans la prochaine décennie si j'ai bien compris, leurs dépenses extérieures jusqu'à 5% du budget de l'État. Et les États-Unis vont contrôler ces contributions, ils vont vérifier à travers l'OTAN, mais ils vont vérifier. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas y échapper. En d'autres termes, le seul pays, l'Espagne, a dit qu'il n'allait pas fixer de délai pour payer. À cela, Donald Trump, avec un sourire en coin lors de la conférence de presse, a déclaré « Nous leur avons imposé de tels droits de douane sur leurs produits qu'ils paieront 2 fois plus que ce qu'ils auraient dû payer à l'OTAN. » Voilà, je suis d'accord avec Donald Trump d'ailleurs. Si tu ne veux pas participer, sors de l'OTAN. Mais si tu veux être protégé, paie. Et encore une fois, ce n'est pas un paiement aux États-Unis. Ce n'est pas comme si on payait des mercenaires. Non, c'est l'achat d'armement et l'entraînement de sa propre armée. Et comment, à ton avis, Vladimir Poutine réagit-il à tout cela? C'est-à-dire, notre général, comment il s'appelle déjà? Qui est-il aujourd'hui? Oui, c'est ça, le parrain, oui. Mais ce qui me frappe particulièrement, Ariel, c'est à quel point l'Ukraine a été peu mentionnée dans la déclaration finale de l'OTAN cette année. J'ai compté combien de fois, seulement 2 fois, contre 61 l'année dernière à Washington. Bien sûr, à l'époque, c'était Biden, maintenant c'est Trump, et nous savons que la politique des États-Unis s'est adoucie. Mais il y a eu un moment lors de la conférence de presse d'hier de Trump où il semblait lui aussi s'être un peu adouci. Eh bien, juste un tout petit peu. Il parlait avec les journalistes, répondait à leurs questions après le sommet, et puis un journaliste ukrainien a semblé être sur le point de pleurer. Regardez ça. J'aimerais vous poser une question. Je viens d'Ukraine, donc ma question est la suivante. Les États-Unis sont-ils prêts à vendre à l'Ukraine des systèmes de missiles anti-aériens Patriot? Maintenant, c'est à moi. Vous vivez actuellement en Ukraine? Mon mari est de là-bas. Oh, tu sais beaucoup de choses. C'est incroyable que... Ah, je suis avec les enfants. En fait, je suis à Varsovie parce qu'ils voulaient que je... Votre mari est maintenant soldat? C'est le cas? C'était Miroslava Pizza du service ukrainien. Et vous pouvez voir qu'elle fait une pause aussi pénétrante pour les spectateurs, sinon pour Donald Trump. Donald Trump a répondu « Nous verrons si nous pouvons rendre certains missiles Patriot disponibles ». Mais je pense que peu de gens s'attendaient à ce genre d'interaction, à ce genre de réponse en faveur de ces missiles, peut-être. Donc, l'Ukraine a été à peine mentionnée. Trump a dit qu'il fournirait un certain nombre de Patriots. Je me demande comment Vladimir Poutine et la Russie réagissent à ces événements, étant donné qu'ils ont toujours voulu empêcher l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et en quelque sorte s'immiscer dans le processus. Oui, tout à fait. Mais le ministre de la Défense russe, connu pour sa fermeté, est la personne qui a réagi au nom du Kremlin. Il s'appelle Andrei Belousov, et il a averti que si l'Europe fournit plus d'armes et, selon ses propres termes, des mercenaires à l'Ukraine, cela pourrait déstabiliser l'Europe elle-même. Et si on s'arrête là, c'est une menace assez claire envers l'Europe elle-même. Et il faut noter qu'il se trouvait à la réunion des ministres de la Défense en Chine lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Si vous ne le savez pas, il s'agit de l'Organisation de coopération de Shanghai. Certains la considèrent comme une tentative de créer un contrepoids politique et militaire à l'OTAN.
avec la participation des pays que vous voyez à l'écran qui se trouvent dans l'orbite de la Chine et de la Russie. Elle comprend des pays d'Asie centrale, dont certains sont dirigés par des dirigeants forts, comme en Ouzbékistan. L'organisation inclut également l'Inde, le Pakistan, ainsi que l'Iran, dont on entend aussi souvent parler dans les actualités. D'ailleurs, la réunion d'aujourd'hui a peut-être lieu, non par hasard, seulement un jour après le sommet de l'OTAN. Pendant ce temps, une autre réunion a eu lieu hier en France. Cette semaine, il y a beaucoup de réunions. La réunion du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme, où un nouveau tribunal spécial a été créé pour examiner les crimes et l'agression. Après le sommet de l'OTAN, Volodymyr Zelensky, un homme très occupé, est venu à Strasbourg. Il est le principal partisan de ce tribunal et voici ce qu'il pense du président russe. Écoutez. Une coopération politique et juridique étroite sera nécessaire pour que chaque criminel de guerre russe soit puni. Zelensky essaie de rappeler à la conscience publique que la Russie n'a pas seulement déclenché la guerre, mais a aussi commis des crimes de guerre condamnés par la communauté internationale. Mais la police ukrainienne ne négocie pas tant que les troupes russes occupent ne serait-il qu'un mètre de terre ukrainienne. Cela signifie la mort de centaines de milliers d'autres personnes. Eh bien, disons la destruction des villes, la tension au cœur de l'Europe. C'est pourquoi l'attitude du monde envers l'Ukraine est ambivalente. On les plaint, bien sûr, et en même temps, on ressent de l'irritation. J'ai peur que cette irritation puisse un jour l'emporter sur la compassion. Vous savez, ce à quoi s'oppose le président Trump, la suite au prochain épisode, c'est pareil chez les républicains. Même la juge Kagan, à l'époque de l'administration Obama, disait que c'était vraiment de la folie. Lorsque certains juges peuvent en fait paralyser le fonctionnement de tout le gouvernement fédéral, la Cour devra décider si elle veut imposer certaines limites. La suite au prochain épisode. Si vous voulez tout arrêter à l'échelle nationale, vous devez déposer un recours collectif au niveau fédéral. Vous devez prouver que vous représentez des personnes dans tout le pays. Donc c'est l'une des options. Il n'est absolument pas clair qu'un seul tribunal de district puisse s'occuper d'un territoire plus vaste que son propre district. Il faudrait que de nombreuses personnes lésées venant de différentes régions des États-Unis saisissent le tribunal. L'administration Trump était incroyablement agacée par le fait que des juges locaux des tribunaux de district émettaient des injonctions qui bloquaient l'agenda dans tout le pays. Et cette fois, l'administration Trump a été confrontée à cela de manière particulièrement dure. Regardez à quoi cela ressemble par rapport aux années précédentes. Vous savez, le président Bush n'a eu que 6 cas de ce genre lors de son premier mandat. Je vous ai déjà montré ce graphique au début, mais il est logique de le regarder encore une fois. Obama en a eu 12. Trump, lors de son premier mandat, en a eu 64. Nous, regardez où nous en sommes maintenant. Cette décision ne s'appliquera qu'au district du Massachusetts. C'est comme ça que ça va fonctionner. C'est vrai, en effet. À moins que ce juge Bill ne parvienne à établir une sorte de recours collectif national ou une autre norme que la Cour pourrait peut-être instaurer par sa décision d'aujourd'hui. Et le point clé ici, c'est que, tu sais, les présidents se sont vraiment opposés à ces attaques lilliputiennes quand ils doivent gagner sur tous les fronts. Les fronts? Ils doivent être sûrs qu'aucun des 670 juges fédéraux ne voudra arrêter la politique d'immigration. Et cela rend le système inopérant, parce qu'au moment où les présidents peuvent annuler ces décrets, ils sont souvent déjà au milieu ou à la fin de leur mandat. Et ils ont très peu de temps pour tenir leurs promesses électorales. Comme je l'ai dit, nous allons te mettre des bâtons dans les roues et ensuite, bien sûr, notre ordre idiot sera annulé. Eh bien, judiciaire, je veux dire oui, mais ça prendra beaucoup de temps. C'est tellement intéressant. Et hier, le ministère de la Justice a poursuivi en justice tous les juges fédéraux, Mary Ronda, les accusant d'abus de pouvoir judiciaire. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Que pensez-vous qu'il va se passer ici? Exactement, c'est ma tâche. C'est l'ordre du juge principal dans Maryland.
C'est un peu comme la justice de la Reine Rouge, qui prononçait la sentence avant le verdict. Ici, vous recevez une injonction avant même l'audience pour savoir s'il fallait vraiment l'accorder. Je pense que l'administration Trump a un argument solide quand elle dit « Écoutez, d'où vient ce pouvoir? Vous savez, eux. » Le Congrès a exposé les motifs pour lesquels les affaires d'immigration peuvent être suspendues ou annulées. Dans ce cas, déclare le tribunal, nous ne savons pas de quoi ces personnes se disputent, mais nous allons simplement les faire taire tous, et je pense que cela suscite des objections légitimes de la part de l'administration. Ouais. Et Jonathan, il nous reste environ 30 secondes. Je tiens à souligner qu'un jour, le juge Samuel Alito a dit, c'est en fait une courte citation. Écoutez. Le problème, c'est qu'il y a 680 juges des tribunaux de district. Ils sont dévoués à leur travail, ils sont érudits, et je ne remets en aucun cas en question leur motivation. Mais vous savez, parfois ils se trompent. Parfois ils se trompent. Jonathan, tu as le dernier mot, 15 secondes. Je pense... Il a raison ici. Et d'ailleurs, tout le monde suit en ce moment le juge Alito et le juge Thomas. Parce que le dernier jour de la session, on entend souvent des annonces de départ à la retraite. Et donc, il y a toujours un certain suspense. Est-ce que quelqu'un va annoncer aujourd'hui une telle décision ? La Cour suprême a rendu une décision sur le droit des immigrés illégaux et des fraudeurs à obtenir la citoyenneté des États-Unis pour leurs enfants nés aux États-Unis. Et concernant le sujet que vous venez de discuter, une décision incroyable. Nous en sommes très heureux. Ce matin, la Cour suprême a remporté une victoire grandiose pour la Constitution, la séparation des pouvoirs et l'État de droit. En annulant l'utilisation excessive d'injonctions judiciaires nationales qui entravaient le fonctionnement normal du pouvoir exécutif, la Cour suprême a mis un terme au pouvoir présidentiel lui-même. Voilà ce qu'il en fait. En fait, c'était un moment incroyable. Pendant cette dernière heure, des gens partout dans le pays sont ravis. J'ai vu tant de joie et d'enthousiasme. Parfois, on ne voit pas cela, mais cette fois-ci, c'est vraiment très important. J'ai été élu avec un mandat historique. Mais ces derniers mois, nous avons vu une poignée de juges de gauche radicale tenter en fait de priver le président de ses pouvoirs légitimes et d'empêcher le peuple américain d'obtenir les décisions pour lesquelles il a voté en nombre record. Honnêtement, cela représentait une menace sérieuse pour la démocratie. Et au lieu de simplement rendre des décisions sur les affaires spécifiques qui leur étaient représentées, ces juges ont tenté de dicter les lois pour tout le pays. En pratique, cela signifiait que si l'un des près de 700 juges fédéraux n'était pas d'accord avec la politique d'un président des États-Unis légalement élu, il ou elle pouvait bloquer cette politique ou du moins la retarder pendant longtemps. En l'enlisant dans le système judiciaire, c'était un abus de pouvoir colossal qui ne s'était jamais produit dans l'histoire américaine jusqu'aux dernières décennies. Et nous avons subi plus d'injonctions judiciaires nationales que ce qui a été prononcé pendant tout le XXe siècle réuni. Réfléchissez-y, plus que pendant tout le XXe siècle. Je suis reconnaissant à la Cour suprême d'être intervenue et d'avoir résolu ce problème très, très important et complexe, et maintenant tout est devenu très simple. Je tiens à remercier le juge Barrett qui a brillamment rédigé cette conclusion, ainsi que le président de la Cour Roberts et les juges Alito, Gorsuch, Kavanaugh et Thomas. Excellence. Merci. Pour cette décision. Et grâce à cette décision, nous pouvons désormais déposer rapidement une requête pour poursuivre la mise en œuvre de nombreuses politiques qui avaient été injustement bloquées au niveau national. Et certaines des affaires dont nous parlons, comme par exemple la suppression du droit à la citoyenneté par la naissance, sont désormais mises au premier plan. Cela était destiné aux enfants d'esclaves, ce n'était pas destiné aux personnes qui essaient de tromper le système et de venir dans le pays pour des vacances. C'était la même date, exactement la même date, la fin de la guerre de sécession. Cela était destiné aux enfants d'esclaves. Et c'est tellement clair et évident. Mais maintenant, cela nous permet de nous occuper de cette question et enfin de gagner cette affaire.
parce que des centaines de milliers de personnes viennent dans notre pays en profitant du droit du sol alors que ce n'était pas fait pour cela. Cela était destiné aux enfants d'esclaves. Grâce à cette décision, nous pouvons désormais déposer rapidement les documents pour faire avancer ces nombreuses initiatives et celles qui ont été bloquées à tort dans tout le pays, y compris l'abolition du droit du sol, l'arrêt du financement des villes sanctuaires, la suspension de la réinstallation des réfugiés et le gel des financements inutiles. Cette décision de la Cour suprême concerne des décrets présidentiels tels que l'arrêt du financement des villes qui se sont déclarés sanctuaires pour les clandestins. Et les criminels? Et ne les remettent pas aux autorités fédérales. Le flux d'avions remplis de Chinoises enceintes, de Russes, d'Iraniennes, avec une industrie qui rapporte des milliards, sera stoppé. L'expulsion des criminels et des clandestins continuera. Elle avait été arrêtée, par exemple pour les cambrioleurs de la bande de Ten de Aragua de Médisuel, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Si je ne me trompe pas encore une fois, Trump peut fermer le gang et licencier les employés corrompus. Cela a déjà été arrêté par le tribunal et par les démocrates parce qu'ils déposent des recours. Il y a 5 ou 6, disons, sortes de circonscriptions où seuls leurs partisans sont présents. Tous les militants, ils y apportent toutes leurs remarques, toutes leurs propositions. Et là, ils sont accueillis avec joie, immédiatement. Peu importe si c'est légal ou illégal, cela n'a pas d'importance, parce que l'idéologie est au-dessus de toucher, comme nous le savons, les communistes. Les vrais communistes ne se rendent pas, sauf s'ils décident eux-mêmes qu'ils ne sont pas de vrais communistes. Maintenant donc, Trump pourra imposer n'importe quel tarif, droit de douane sur n'importe quelle taxe et marchandise, c'est là qu'il avait été arrêté. En même temps, les États dirigés par les démocrates peuvent, chaque État est comme un pays à part entière. Chez nous, messieurs, ils peuvent bloquer les décrets de Trump et essayer de les ralentir, mais sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Donc, en quoi consiste réellement la victoire ? Dans la légalité désormais de tout ce que faisait Trump qui est autorisé par la Constitution, mais qui était contesté par les démocrates devant les tribunaux. Trump d'ailleurs a interdit dans l'armée les opérations de changement de sexe financées par l'État et en général toute opération de ce type pour les enfants de moins de 18 ans. Merci, Président Trump. Merci de vous battre pour tous les Américains. Les Américains reçoivent enfin ce pourquoi ils ont voté. Il n'y aura plus de cas où des juges isolés annulent la politique du président Trump dans tout le pays. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, dans une décision rendue à 6 contre 3, la juge Barrett a justement statué que le tribunal de district n'a pas le pouvoir d'émettre des injonctions nationales ou universelles. Point final, la Cour suprême l'a expliqué à ses juges subalternes. Taisez-vous. Le représentant de l'État du Tennessee s'est attaqué au candidat à la mairie de New York. Le républicain Andy Ogles a adressé une lettre à la procureure générale Pam Bondi, l'exhortant à ouvrir une enquête sur Zohran Mamdani. À présent, Andy Ogles exige de priver Zohran Mamdani de sa citoyenneté. Il affirme que Zohran Mamdani aurait pu obtenir la citoyenneté américaine en, je cite, dissimulant un soutien matériel au terrorisme. Nous devons augmenter les impôts pour ceux qui ont déjà plus cassé et partager un peu plus avec le reste de la société. En ce qui concerne qui je suis et ce pourquoi je veux me battre, il n'y a rien de caché au regard du public. Je ne dis pas secrètement à tout le monde que je suis désormais socialiste. C'est autour de cela que nous avons construit notre campagne. Il veut construire une utopie socialiste complète aux frais des multimillionnaires et des milliardaires. Et quand les gens commenceront à quitter la ville, qu'est-ce que tu feras alors? Mettez l'extrait socialiste démocrate. Il veut geler les loyers, il veut que les épiceries soient gérées par la ville, il veut remplacer la police par des travailleurs sociaux, parce que, bien sûr, ça va aider. Il veut créer un fonds d'endettement de 60 milliards de dollars pour le logement abordable, des bus gratuits, une garde d'enfants gratuite, des coffrets cadeaux pour les nouveau-nés et un salaire minimum de 30 $ de l'heure. Comment peut-on voter pour ça, franchement? C'est lui un vendeur d'huile de serpent.
Le fait qu'il soit peut-être un extrémiste musulman ou peu importe comment on l'appelle, ça n'a pas d'importance. Un salaire minimum de $30, c'est de la folie, tu comprends. Un salaire minimum de $30. Ça veut dire que n'importe quel travail, quel qu'il soit, doit te payer au moins $30 de l'heure. Ça veut dire que travailler dans une supérette ouverte 24 heures sur 24, c'est $30 de l'heure. Ça veut dire que nettoyer les toilettes à l'école en tant qu'agent d'entretien, c'est au minimum $30 de l'heure. C'est ça, c'est impossible à maintenir. Et il voulait aussi imposer chaque entreprise, augmenter l'impôt de 4%. Il a dit qu'au New Jersey, c'est 11%. Actuellement, ils sont à 7%. Il veut augmenter l'impôt sur les sociétés à New York à 11%, soit 4% de plus qu'actuellement. Les entreprises devront payer des centaines de milliers ou des millions de dollars d'impôts en plus. Mais pourquoi faire? Et puis il continue et dit ce qu'il veut. Il veut ajouter une augmentation d'impôt de 2% pour ceux qui gagnent $1 million ou plus par an. Le simple fait qu'il fasse cela est de la folie, mais la raison pour laquelle il le fait est encore plus folle. Ils veulent faire cela pour plaire aux immigrés illégaux dans notre pays. Des bus gratuits. Écoute, il veut construire une utopie socialiste complète aux frais des multimillionnaires et des milliardaires. Et quand les gens commenceront à quitter la ville, qu'est-ce que tu feras? Exactement. Les riches iront à Long Island ou dans le Connecticut, où ils changeront simplement leur adresse pour un État où ils ne paient pas une fortune. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire, dans le pire. Pour New York, je veux dire, des milliers de petites entreprises of la ville fermeront. Et les grandes célébrités partiront dans d'autres villes, loin du paradis communiste. Il n'y a pas de frontière entre la ville de New York et le reste de l'Amérique, donc déménager est assez facile. Mais ce qui est agréable, c'est que Mandami a effrayé tout le monde, aussi bien les gens de droite que de gauche. Sauf ceux qui sont très très à gauche, ceux-là il ne les a pas effrayés, il les a rendus heureux. Les démocrates comprennent que Mandami va choquer toute l'Amérique et que son étiquette sera associée à tout le parti démocrate. Du parti. Standy Establishment, il a secoué l'establishment. L'establishment a littéralement fui les journalistes qui posaient des questions sur Mamdani. Les démocrates de l'establishment sont en panique, et ce ne sont pas seulement les gens de gauche qui le disent, mais aussi ceux de droite. Est-ce que la panique commence? Un incendie dans une décharge touche le Parti démocrate. Tout cela à cause de ce fou Mamdani. J'ai toujours envie de l'appeler Mamdani, mais ce type est juste ridicule. Et je pense que tout le monde le comprend. Je pense que c'est juste de la frime politiquement correcte et une course politique vers le socialisme. Mais je ne pense pas que ça donnera quoi que ce soit. Vous comprenez, c'est la voix du peuple. Ce sont justement ces rednecks dont les démocrates nous faisaient peur. Il me semble que la logique de redneck est tout à fait normale. Je pense que les républicains, en réalité, sont ravis. Ceux qui sont plus intelligents que Mandami, ils comprennent que le peuple va fuir le parti démocrate. Et même si tout le monde ne rejoint pas les républicains, il y aura quand même moins de troupes ennemies. Regardez ce que ce type propose, le communisme tout gratuit. Mais qui va payer pour ça si c'est gratuit pour vous? Oui, oncle Pouchkine, sans doute Lermontov. Le logement gratuit, les bus gratuits, la garde d'enfants universelle et des produits bon marché. Mais je veux te poser une question. As-tu déjà voté pour quelqu'un? En anglais, en espagnol, en arabe. Notre héros promet tout gratuitement, la nourriture gratuite, les transports gratuits, les appartements, tout gratuit. Le paradis sur Terre, c'est tout simplement le paradis sur Terre qui arrive. Mais comment allons-nous atteindre ce paradis? N'y pensez même pas. Si vous commencez à réfléchir, alors tout de suite, vous devenez son ennemi. Vous êtes son ennemi. Mandami, votre rôle est de voter, puis d'attendre les cadeaux et de vous taire. Jojo me rejoint. Comment évalues-tu la réaction des médias démocrates à Mamdani et à sa victoire aux primaires jusqu'à présent? Eh bien, tu as probablement remarqué que la tournée médiatique de Mamdani passe par des chaînes aussi lèche-bottes que celles que tu viens de montrer, MSNBC et CNN.
Aucune chaîne ne fait partie de cette tournée. Par exemple, celle sur laquelle nous sommes en ce moment, nous sommes. Un fax qui oserait lui poser des questions sur ses politiques franchement folles, y compris une question très simple. Et mon pote, comment comptes-tu payer tout ça? Comment comptes-tu financer la garde d'enfants universelle et gratuite? Les bus gratuits? Comment comptes-tu financer la création d'épiceries municipales? Parce que quelqu'un doit construire ces endroits et y travailler, n'est-ce pas? Comment comptes-tu financer les opérations de changement de sexe pour les mineurs aux frais de l'État? Et d'ailleurs, pourquoi les New-Yorkais devraient-ils encore payer pour ça? Je veux dire, lui, il dit qu'il va augmenter les impôts. Il va augmenter l'impôt sur les sociétés de plus de 50%, alors qu'il est déjà l'un des plus élevés du pays. Mais devine ce qui va se passer si, d'une manière ou d'une autre, il arrive à faire passer ça. Toute entreprise, tout millionnaire ou milliardaire qui n'est pas encore parti quittera l'État. Ils prendront tout avec eux. Ces recettes fiscales avec eux. D'ailleurs, les officiers qu'il veut remplacer par des travailleurs sociaux dans les quartiers à forte criminalité partiront eux aussi. Et d'ailleurs, ce genre de proposition entraînera la mort de personnes innocentes. Mais quoi qu'il en soit, CNN et MSNBC feront tout leur possible pour faire élire ce type. Parce qu'il est un farouche opposant à Trump, un anticapitaliste qui sait bien exprimer ses idées et possède un certain charisme. Je suppose. Ce que nous voulons? Quand nous le voulons, vous le voulez maintenant? Ouais, maintenant. Pour qui devons-nous voter? Le candidat du Parti démocrate au poste de maire de New York sera privé de la citoyenneté américaine et expulsé du pays en raison de son passé communiste. Très intéressant. Benny a fait une observation intéressante sur qui, en fait, vote et milite pour Mandavi et le socialisme lors d'une conversation avec Rudy Giuliani. Je suis très impressionné par le deuxième mandat. Trump, lui, Presque comme une autre personne. il aurait pu devenir président. Ronald Reagan. J'ai travaillé pour lui pendant 8 ans et c'est mon héros. Ce président est confronté à des problèmes dont Reagan rêvait et qui le préoccupaient. Il voyait que nous allions vers cela. Et s'il revenait et voyait où nous en sommes maintenant, il ne serait pas surpris. C'est précisément cela qui l'empêchait de dormir la nuit. Et je vais vous dire qu'il ne serait certainement pas surpris. Hamilton, Madison et Jefferson. Ils ont toujours craint un complot qui pourrait surgir si trop de gens devenaient des fanatiques, si trop de gens étaient mal éduqués. Dans notre société, ce sont les personnes instruites qui posent plus de problèmes que les personnes non instruites. Les gens s'étonnent de cela. Ceux qui ont reçu une éducation ont été formés à devenir marxistes, nihilistes. On leur a appris à détester et à détruire l'Amérique. C'est étrange qu'ils soutiennent ces idées folles. Et les travailleurs, qui doivent être pragmatiques, disent des magasins d'alimentation d'État, vraiment, au final, la seule chose que nous pourrons acheter, c'est du spam. C'est ainsi que tout se partage en réalité, par ces lignes. Et les classes moyennes ont voté pour Cuomo, pour Adams, tandis que les classes supérieures, Wall Street et les quartiers très riches ont voté pour Mamdani. Donc c'est vraiment du socialisme de champagne, c'est du marxisme égalitaire, un maire communiste. Sur CNN, les gens de CNN détestent... Le capitalisme, il n'est pas capitaliste. Ils n'aiment pas le capitalisme. Ils n'aiment pas du tout ça. Ils en ont honte. Un communiste devrait-il avoir le droit de se présenter à un poste, ici en Amérique? Ils n'ont pas le droit de devenir citoyens naturalisés, monsieur le maire. C'est indiqué dans les documents de naturalisation. Je suis sûr que vous le savez, vous ne pouvez pas être membre du Parti communiste et devenir citoyen naturalisé dans ce pays. Je pense qu'on peut avancer l'argument que non, ils ne devraient pas, parce qu'ils veulent détruire le gouvernement, et nous ne devrions pas voter pour notre propre destruction. Mais je ne pense pas que cela passerait selon la définition actuelle de la liberté d'expression par la Cour suprême. Je ne pense pas que nous pourrions y parvenir. Et vous savez, autrefois, le Parti communiste dans notre pays était tellement inoffensif qu'il est presque devenu un parti américain.
Les communistes dangereux étaient ceux qui faisaient vraiment partie des cellules et qui avaient des cartes du parti. Et malheureusement, je sais que cela provoque une vive réaction chez beaucoup de gens. Et maintenant, passons à la façon dont Mandavi semble avoir trompé l'Amérique. Alors nous continuons à creuser, les équipes poursuivent l'enquête et nous avons en fait des nouvelles urgentes pour votre émission. Il est devenu citoyen naturalisé en 2018. Et donc, en même temps qu'il remplit ses formulaires pour obtenir la citoyenneté, il rejoint un groupe communiste ici, aux États-Unis. Et si nous pouvons reconstituer la chronologie du moment où il a rejoint ce groupe et du moment où il a rempli ses documents, cela pourrait très bien le disqualifier pour obtenir la citoyenneté des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi c'est si important. Et c'est pour cela que nous essayons de faire cela. Même si, pour une raison quelconque, il nous échappe, qu'il glisse entre nos doigts et que nous ne puissions pas l'attraper. Nous allons créer un modèle qui nous permettra de poursuivre d'autres radicaux qui viennent dans ce pays, obtiennent la citoyenneté et sont en fait des agents dormants pour saper notre gouvernement. Oui, il semble vraiment que ce soit une opération de cellules dormantes. C'est vrai, il suffit simplement de regarder ce qu'il défend. Il est peut-être actuellement sous enquête du ministère de la Justice. Nous venons tout juste d'apprendre cela de Carmit Dillon, qui dit que, vous savez, on ne peut pas imposer des gens en fonction de la couleur de leur peau. C'est l'une de ses idées. Encore une fois, c'est une idée très marxiste. C'est comme chez lui, en Ouganda ou en Afrique du Sud, c'est normal, là-bas ça arrive tout le temps. Il commence, vous savez, à persécuter certaines personnes à cause de la couleur de leur peau. Pardonnez-nous, progrès. Donc, ils s'en sont pris à Mandavi, oui, et cette fois, ils n'ont pas pris de gants blancs. C'est de la folie. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons enfin des responsables iraniens qui contredisent directement le guide suprême. Vous voyez, seulement hier, le guide suprême a enfin publié une déclaration depuis son bunker dans laquelle il a dit que la frappe américaine contre les sites iraniens avait échoué et n'avait causé aucun dommage sérieux. Et voilà que quelques heures seulement après cette déclaration, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a publiquement déclaré à la télévision d'État iranienne que les installations nucléaires iraniennes ont été gravement, très gravement endommagées. Alors, dans cette vidéo, voyons exactement ce qui se passe. Pourquoi y a-t-il eu des désaccords? Dommages ont causé la bataille aux installations nucléaires iraniennes. Et quelle est la prochaine étape du guide suprême de l'Iran? Commençons, bien sûr, par sa toute dernière déclaration. Regardons. Ils ont attaqué nos installations nucléaires. Ils ont attaqué nos installations nucléaires. C'est une question qui, en soi, mérite d'être poursuivie devant les tribunaux internationaux. Mais eux, non, n'ont pas réussi à obtenir quelque chose de significatif. Le président de l'Amérique a beaucoup exagéré. Il est devenu clair qu'il avait besoin de cette exagération. La République islamique a porté un coup sérieux à l'Amérique en attaquant l'une de ses bases clés dans la région, la base aérienne d'Al-Udeid, et a causé des dégâts. Il est important de noter ici que tout cela, le discours était en quelque sorte de la propagande pour les citoyens iraniens. Dans celle-ci, il affirmait que l'Iran avait infligé un coup dévastateur aux États-Unis en portant un coup en attaquant la base américaine au Qatar. Il a présenté la attaque iranienne comme une victoire totale. Il a également déclaré que l'Iran avait remporté cette guerre contre Israël qui a duré 12 jours. D'habitude, ce que dit le suprême leader, c'est-à-dire le guide suprême, tout le monde le répète. Et maintenant, il se passe quelque chose d'incroyable. Vous voyez, ce discours a été diffusé à la télévision d'État iranienne. Et quelques heures seulement après cela, le ministre des Affaires étrangères iranien a accordé une interview et a confirmé que les États-Unis ont causé des dommages graves et sensibles aux installations nucléaires iraniennes. Ce qui contredisait directement ce que venait de dire il y a seulement quelques heures le guide suprême. Écoutons son interview, puis voyons ce que cela signifie réellement.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, s'est exprimé à la télévision d'État iranienne et a réfuté les propos de l'ayatollah iranien. Il a déclaré que le programme nucléaire iranien avait effectivement subi des dommages importants. Je dois dire que les dégâts sont excessifs et graves. Et, à mon avis, conformément à la loi du Parlement, cette décision doit être prise par le Conseil suprême de la sécurité nationale. Maintenant, Araghchi a également répondu au président Trump et a déclaré qu'il n'y a aucun plan de négociation entre les représentants de l'Iran et des États-Unis. Des représentants. Désormais, le Grand Conseil d'Iran a pris une mesure qui interdit la coopération entre l'Iran et l'organisme de surveillance nucléaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique déclare que cela placera l'Iran en dehors du cadre du droit international. Soit le pouvoir spirituel ne contrôle plus le gouvernement, soit le dirigeant est isolé quelque part et plus personne ne l'écoute. Je considère comme très important le fait que le ministre des Affaires étrangères démente publiquement à la télévision d'État les propos de l'ayatollah iranien. Avant, vous n'auriez jamais vu cela. On dirait que c'est un mouvement vers la modernisation. Si quelqu'un évalue la situation d'un point de vue pratique et donne son avis, au lieu de se limiter aux habituelles déclarations belliqueuses et bruyantes qui viennent généralement des dirigeants iraniens. Et maintenant, analysons la déclaration du ministre des Affaires étrangères. Vous voyez, même dans la théocratie iranienne, où le guide suprême est en fait lui-même choisi les personnes qui peuvent figurer sur le bulletin de vote, il existe quand même différentes factions au sein du parti, qui ont des points de vue différents sur la façon de gérer cette situation. En Iran, il s'agit maintenant de décider de faire partie du mouvement de civilisation vers l'intelligence artificielle, vers une économie moderne, vers l'amélioration de la vie de la population, ou de rester. Rester dans l'obscurité de l'obscurantisme du type du XVIIe siècle, sans aucune chance, sans aucune possibilité de construire la prospérité dans le pays. Eh bien, et maintenant, bien sûr, la cerise sur le gâteau, la cerise. Devinez sur quoi ? Tout ce dont on nous a accusés. Tout ce dont on nous a accusés ces dernières années. Propager des théories du complot, de la désinformation, qu'on a raison et qu'on est fou, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, nous avons été justifiés. Nous avons une confirmation après l'audition à huis clos d'hier au Congrès. Maintenant, nous savons qui dirigeait la Maison-Blanche. La Maison-Blanche Otto-Penn. Et, ce qui est encore plus important, ce n'était pas celui qui, soi-disant, avait été élu par Joe Biden pour diriger le pays. Je vais tout vous expliquer clairement maintenant. Alors passons tout de suite aux choses sérieuses. La voici. C'est celle qui a témoigné hier. Elle s'appelle Mira Tanden et personne ne l'a choisie. Elle a dirigé Otto-Penn de 2021 à 2025. Alors, voici les détails juste ici. Elle s'appelle Mira Tanden. Un scandale a éclaté autour d'une ancienne haute fonctionnaire de l'administration Biden. Elle s'appelle Mira Tanden et hier, elle a témoigné devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants, affirmant que c'est elle qui contrôlait le stylo automatique de Joe Biden. Si vous ne savez pas ce que c'est, si vous êtes nouveau sur ce sujet ou si vous avez vécu sous une pierre ces 6 dernières années, c'est un dispositif mécanique qui reproduit les signatures. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais ce qui s'est passé sous l'administration Biden était bien plus flagrant que ce que nous aurions jamais pu imaginer. Donc, elle contrôlait cette Otto-Penn pour signer les décrets exécutifs d'octobre 2021 à mai 2023. En réalité, cela signifie un transfert de pouvoir non autorisé. C'est précisément ce qu'elle a avoué lors des auditions devant la commission de surveillance. Tanden a avoué qu'elle contrôlait l'Otto-Penn, y compris l'ordre de l'utiliser, et que dans certains cas, elle signait le nom de Biden sur des décrets exécutifs de la loi. Cela suscite des inquiétudes, je dirais même que cela suscite bien plus que de simples inquiétudes quant au fait qu'un fonctionnaire non élu exerce des pouvoirs présidentiels. Qui a donc élu cette Tanden? Qui a donc autorisé cela? Qui donc dirigeait notre pays? Un pays dans lequel nous avons vu certaines des politiques les plus flagrantes imposées par l'idéologie antipatriotique et traîtresse. Depuis sa fondation, conflit d'intérêts,
L'ancien rôle de Tanden au Centre pour le progrès américain consistait à élaborer des politiques orientant les fonds fédéraux vers des organisations non gouvernementales dont certaines ont bénéficié des décrets qu'elles signaient. Ah bon, vous pensez vraiment cela? Voici quelques précédents. Vous savez, comme on fait toujours avec l'affaire Catch Money G, l'affaire Leaky Shibik James, avec le faux Don Juan Rachun, le fonds de Newark pour les potes de vin, l'affaire de l'argent, les affaires de silence à New York contre Trump. On dit toujours que le droit est basé sur les précédents. C'est comme quelque chose de beau, mais... lumineux, lié... Une chaîne de choses qui influence quelque chose, vous savez, en 1855, et qui influence quelque chose en 2025. Donc, c'est quelque chose de très beau. Eh bien, l'universalité dans cette chaîne d'événements éternellement liés. Gerald Ford, dans les années 70, utilisait des signatures automatiques pour la correspondance de routine, et bien par exemple pour des lettres de remerciement, mais pas pour les décrets exécutifs ou les lois. Barack Obama a signé le Patriot Act en 2011 à l'aide d'une signature automatique, et en France, c'était le premier cas connu d'utilisation pour la législation. Quelle surprise, un démocrate? L'avis du ministère de la Justice de 2005 sous George Bush fils a confirmé sa constitutionnalité, bien que Bush ait évité de l'utiliser. Donald Trump a critiqué l'utilisation de la signature automatique par Biden pour les grâces. Exactement. Mais oui, nous l'utilisons, Trump l'utilise aussi, chaque président l'utilise. Mais voici la différence en termes d'étendue des pouvoirs. L'utilisation précédente était limitée, restreinte et contrôlée par des responsables élus. Tanden, une assistante non élue, a dirigé ce processus pendant 20 mois. 20 mois. Mes concitoyens? D'Amérique. Y compris. Des décrets importants à une échelle sans précédent dans l'histoire documentée. Comme je le fais toujours, je veux être objectif. D'accord, mais il me semble que c'est peut-être le point le plus important ici. C'est pourquoi une audition a eu lieu au Congrès. Dommage qu'elle n'ait pas été diffusée à la télévision, je ne comprends pas pourquoi elle ne... l'ont pas diffusée. Elle n'était pas l'assistante élue censée diriger ce processus. L'utilisation de l'autopen pendant 20 mois, y compris pour des décrets importants et significatifs, ce qui a peut-être conduit à la pire crise migratoire de l'histoire de notre pays. Niveau de criminalité. Trendiaragua. Pensez à Rachel Marant, la fille de Patty Marant. Pensez à Jocelyn Unger. Pensez à Aurora, dans l'État du Colorado. Réfléchissez-y. Toutes les conséquences que nous observons dans nos grandes villes comme Chicago, Los Angeles, San Francisco, New York, ainsi que dans toutes les autres, c'est le résultat de l'idéologie et des politiques de DI et des idées éveillées. Lorsque notre argent des impôts sert à financer des guerres sans fin à l'étranger, la guerre entre l'Ukraine et la Russie est une véritable tragédie. Nous ne savons pas qui a décidé contre qui se battre, à qui apporter de l'aide, ou ce qui a été promis à qui. Nous ne savons pas qui a laissé entrer 10, voire 12 millions de clandestins dans le pays, ni qui a décidé de fuir l'Afghanistan. Nous n'avons pas la moindre idée de qui a retiré les fonds à la police, créant ainsi une atmosphère de criminalité dans toutes les grandes villes d'Amérique. Mais Dieu merci, nous essayons de comprendre, d'éclaircir ce cauchemar et de faire la lumière sur tout cela. Et aujourd'hui, la Cour suprême nous a donné cette opportunité. Et c'est pourquoi, justement pour cela, aujourd'hui est une journée merveilleuse. Je vous félicite tous. À la prochaine.